Et voilà, on est prêt à passer à notre deuxième heure d'émission pour notre rituel spirituel. Est-ce que tu es prête, Lina? Oh oui. OK. Donc, le concept est simple. Je pose des questions à Lina auxquelles elle devra répondre et vice-versa. On ne sait pas de quoi on va parler parce qu'on connaît nos questions, mais on ne sait pas parler, on ne sait pas consulter au préalable. Donc, voilà. On apprend à se connaître, moi, Lina, à travers ça. Le thème du jour est la créativité dans la pratique. Donc, sans filtre et évidemment sans dignité, on vous dit tout. Nous vous invitons, chers enchanteurs, à partager vos secrets avec nous sur le chat si le cœur vous en dit. Alors, première question qui nous touche et qui touche aussi les gens sur le chat. As-tu inclus la créativité dans tes débuts ou cela est venu avec l'expérience? Alors, j'étais plutôt jeune quand j'ai commencé. Du coup, je suivais énormément les rituels des autres. Donc, la créativité est venue beaucoup plus tard dans ma pratique parce qu'au début, j'avais la peur de mal faire et je voulais que tout soit... J'étais hyper rigide, en fait. Comme quoi, certaines choses ne changent pas. Mais je voulais je voulais me donner un cadre, quelque chose de fixe et rien de mieux que lire des livres ésotériques. Coucou Alliance Magique. Et, et du coup, je veux fixer des petits buts à atteindre chaque mois. Et je me bridais énormément, quoi. Et il y avait pas de place pour la créativité ou la spontanéité. Alors que maintenant, même si je prépare un petit peu en amont, je suis quand même vachement en mode tranquillou, quoi. YOLO. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, quoi. Mais même si c'est toujours des moments hyper sacrés pour moi, même si c'est toujours un minimum préparé, j'ai pris de la bouteille, comme on dit, et je m'applique à faire les choses, mais j'y mets le petit côté Lina dedans. Et la créativité au sens propre, parce que j'ai tendance à rattacher la créativité à l'art. J'inclus pas beaucoup, si on parle de peinture, de poésie ou quoi que ce soit, j'inclus pas beaucoup de tout ça dans ma pratique. À part là, ce mois-ci, parce que vraiment, j'ai un peps incroyable de ce côté-là, où j'ai vraiment envie d'explorer la peinture pour mes sigils et plein de petites choses comme ça, mais c'est des choses qui arrivent très rarement, quoi. Ça se compte même en emmener. Et ouais, ça reste relativement rare quand même que j'inclus ce genre de choses. Et puis après, je pourrais vous parler de poésie, mais vous avez vu la qualité de mes incantations. Donc, du temps que ça rime, je me plains pas, quoi. Tes incantations sont parfaites. Je ne sais pas pourquoi tu mets autant de pression. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ouais, la comparaison, toujours. Hein. Ne jamais se comparer aux autres pratiquants. Jamais. En fait, c'est ça. De mon côté, la créativité a un peu eu le choix d'arriver avant tout le reste parce que, bon, je fais partie, voilà, je fais partie de la vieille génération de pratiquants. Donc, moi, à mon époque où j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, Internet commençait. C'était pas répandu dans toutes les maisons. Et on n'avait pas accès à toutes ces sources-là. Les seules sources d'informations que j'avais, c'était la bibliothèque municipale. Donc, il a fallu que j'aille à la bibliothèque louer des livres sur la sorcellerie ou peu importe d'autres auteurs connexes, mais il n'y avait pas de livres sur les rituels. Il n'y avait pas ça en bibliothèque, ils ne vendaient pas ça non plus dans les librairies. C'était pas aussi répandu que ça l'est aujourd'hui. Donc, j'ai pas eu le choix. J'ai jamais eu le choix de devoir adapter, de devoir lire des informations et dire, OK, si je veux connecter avec la pleine lune, souvent c'était des textes historiques ou c'était des pratiques de d'autres traditions, de d'autres pays, de d'autres cultures. Puis il fallait que je me fie là-dessus pour finalement devoir adapter et créer quelque chose qui était qui s'accordait à ma vie moderne parce que tout ce que je voyais, c'était justement des livres d'autres époques. Et donc, on s'entend, ça, voilà.
J'ai pas le choix. Mais j'ai pas été la seule. On en a parlé aussi avec nos membres de privilèges. Puis on a eu ce commentaire-là de pratiquants probablement dans le même âge que moi, où est-ce qu'on s'est dit, ah, ben moi aussi, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix de s'adapter. Et je pense que ça nous a bien servi parce que ça nous a permis de gagner en assurance. Parce que généralement, les gens qui n'osent pas mettre de la créativité, on a d'ailleurs quelques commentaires dans le chat présentement, qui a un manque de confiance. Au niveau de la créativité, parce qu'on a cette crainte-là de pas vouloir, de vouloir éviter les faux pas. Et comme vous savez, si vous suivez l'émission depuis un certain temps, Lina et moi, on vous en a partagé des faux pas. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de votre développement personnel en tant que pratiquant. Donc, osez faire des erreurs. Le pire qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas. Hein? Et c'est ça. Mais en début de pratique, je me souviens, je piochais tellement un peu partout pour faire ma propre pratique et je survolais plus que je creusais à l'époque. Ça, c'est venu avec le temps de creuser les informations que je recherchais. Et du coup, il y a plein de textes qui parlaient avec beaucoup de méfiance des pratiques. Et du coup, moi, j'étais focus sur ça et j'avais peur des retours, quoi. Et c'est que plus tard, dans la vingtaine, où j'ai compris que non, mais attends. On reprend les bases, on recreuse quelque chose, et là, quelques années plus tard, Alliance Magique explose partout, et du coup, j'ai commencé à me focus là-dessus, et puis après, vous me connaissez maintenant, mais c'est vrai que ça permet de sortir de sa zone de confort directement, et j'ai une certaine admiration pour votre époque. Jadis, autrefois. Parce que même avec les blogs, je me souviens du blog d'Orphéos ou d'Orpheus, je ne sais plus comment il s'appelle. Et souvent, au début d'Internet, c'était notre seule source pour les francophones, quoi. Et puis après, il y a eu Demoiselles étranges, mais moi, je vous ai connu tard. Et il y a d'autres demoiselles vous ont connu plus tôt. Mais c'était chaud, hein. Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est ça. En fait, j'ai créé Demoiselles étranges dans ces époques-là parce que dans ces époques-là. L'anniversaire qui arrive, ma pauvre Valérie. Vous savez, à cette heure. Mais c'est ça. La raison pourquoi Demoiselles étranges est née, c'était justement pour ça, parce que j'avais pas eu accès à ça à mes débuts. Je me disais, je crois que d'avoir un endroit où est-ce que les pratiquants peuvent échanger davantage, puis partager des connaissances, ça peut avoir un impact très positif sur la communauté, ça peut tisser des liens. Et c'est comme ça que Demoiselles étranges est née. Mais on a littéralement pas eu d'autre choix. Et à l'âge où j'ai commencé, j'avais 13 ans quand j'ai commencé ma pratique, on s'entend, c'est pas l'âge où est-ce qu'on magasine sur les internets, puis on se paye des outils ou des trucs comme ça. Je veux dire, mon premier atamé, c'était un ouvre-lettre. Puis voilà, les encens que je trouvais, c'était les encens au petit magasin à $1 du coin, puis c'était des chandelles en paraffine qu'on gardait dans le tiroir de cuisine au cas où il y avait une panne d'électricité. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de s'adapter. Puis au fil du temps, on a ce luxe-là d'aller chercher les outils avant même de débuter notre pratique. Il y a beaucoup de pratiquants qui commencent leur pratique, qui acquérissent des connaissances. Ils vont aller chercher les outils avant toute autre considération. Donc, ils sont déjà tout équipés pour la pratique. Puis, la connexion avec les outils n'est pas encore là parce que c'est pas nécessairement vers ça que les gens vont. Les gens vont tout de suite vers les rituels avant d'acquérir les autres connaissances. Donc, ça, c'est des étapes que nous, en tant que pratiquants, dans les années 70, les années 80, on n'avait pas le choix de passer par là. Donc, on a acquis ces informations-là avant même de patauger dans les rituels puis cet univers-là. Donc, on a beaucoup de connaissances sur le côté historique de la pratique et d'autres trucs du même genre. Oh, mon Dieu, Alina est en train de sortir les vieux certificats des débuts de Demoiselles étranges. Nostalgie. Nostalgie. Comment exprimes-tu ta créativité dans tes rituels ou sur ton autel?
Ah, total, total. Mon hôtel a beaucoup changé au fil des années. J'avais des outils dans différents matériaux auxquels j'étais très connectée à certaines époques. Puis au fil du temps, ça finit par changer. Donc, je dirais que selon ma connexion avec les énergies, mon hôtel va changer en fonction de. J'ai un gros chaudron sur mon hôtel avec tous les atamés de ma pratique qui sont dedans. Il y a des branches, il y a des herbes, il y a des minéraux, il y a des cristaux, tout est caché là-dedans. Il y a une signature secrète au fond de mon chaudron avec un bout de parchemin qui a été recouvert. Le fond de mon chaudron est recouvert de cire noire. Écoute, j'ai passé 10 chandelles là-dessus là, pour vraiment remplir la base du chaudron qui pèse 1 tonne d'ailleurs. Et j'ai rajouté beaucoup de choses à l'intérieur de ça, suivant un mentorat dans une voie spirituelle que je ne suis pas, mais qui m'a beaucoup inspirée. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu dans les derniers 10 ans. Et je dirais que oui, ma créativité a vraiment pris naissance à travers justement les outils que j'utilisais dans mon hôtel. Là, en ce moment, tout est en fonte. Donc, je travaille avec mes bols pour les offrandes, mes outils, mon atamé, tout est en fonte présentement. C'est le matériel avec lequel je travaille. Donc, je dirais que par mes choix d'outils au fil des années, ça donne vraiment un look complètement différent à mon hôtel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans les dernières années, là, où je peux vraiment avoir un cheminement à travers les outils, à travers mon hôtel, la façon que c'est placé. Mon hôtel est très minimaliste, j'ai pas énormément de trucs dessus et je trouve encore qu'il y en a trop parce que je vois bien qu'il y a des choses que j'utilise pas. Donc, il va y avoir un petit ménage qui va se faire, évidemment, mais à travers l'hôtel, c'est vraiment par rapport à la présentation et les outils que j'utilise. Et dans mes rituels, ben, tout est créé. J'ai passé cette étape de doute et de manque de confiance en moi pour me fier à ce que je lis. Ça se peut très bien que je lise un livre puis qu'il y ait un rituel qui m'interpelle, mais je vais le réécrire à ma façon. Mm-hmm. Je vais le lire une fois, puis je vais m'installer, puis je vais le réécrire à ma façon. Je ne vais même pas le suivre puis changer quelques affaires. Je vais littéralement le réécrire complètement. Ça va m'inspirer un rituel plus que de reprendre le rituel. Donc, c'est vraiment comme ça de ma façon de fonctionner. Évidemment, invocation, incantation, tout ça fait partie, là, évidemment, de ma créativité dans les rituels. Mais je rédige mes rituels. D'ailleurs, ce que vous voyez sur les réseaux qu'on partage sur Demoiselles étranges, la plupart sont des rituels qui sont soit dans mon grimoire ou des rituels que j'ai créés spécifiquement pour Demoiselles étranges. Donc, on me donne 2-3 informations de base, puis je peux pondre un rituel en 5 minutes. Je suis rendue là dans ma pratique. Et toi? Je crée aussi tous mes rituels maintenant. Et pareil, j'aime bien m'inspirer. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours une nouvelle vision qui peut sortir d'un livre. Mais sinon, sur mon hôtel et plus généralement dans mes outils, rares sont ceux que j'ai pas fabriqués, je pense. Je pense du coup qu'il y a mon chaudron que je n'ai pas fabriqué et ma coupelle. Parce que le reste, ma baguette, elle a énormément évolué. Alors, je sais que tout le monde n'utilise pas une baguette, mais pour moi, c'est vraiment... elle me sert à ouvrir mes cercles et aussi, enfin, pour moi, c'est vraiment un concentrateur. J'ai pas mes mots ce soir, je suis désolée. Un concentrateur de pouvoir. Et du coup, elle a évolué. Celle-ci, ça va faire, je pense, 5-6 ans que je l'ai. Et au fur et à mesure, j'y rajoute des choses, j'en enlève. Enfin... Elle a beaucoup évolué et j'ai aussi un éteignoir pour les chandelles. J'avais donné le tips, il me semble, sur les réseaux de Demoiselles étranges. J'en trouvais pas et ça me gonflait de pas en trouver. Et j'avais la technique de mouiller mes doigts et d'éteindre mes bougies comme ça pour pas les souffler lors de rituels. Et sauf qu'une fois sur deux, je me cramais, hein, évidemment. Et du coup, je me suis dit, bon, arrête de faire ta vieille dame, alors que tu sais pas le faire, tu te brûles à chaque fois. Et j'ai pris un petit dé à coudre que j'ai soudé à l'étain sur une
une branche dure de fil de fer. Et du coup, pareil, ça fait maintenant 10 ans que je l'ai et la soudure n'a toujours pas cassé. Donc, pourquoi en acheter un alors que maintenant je sais où je peux en trouver? Ça m'a même fait tilt quand j'en ai croisé un dans une boutique ésotérique en région parisienne et je dois, ouais, ben non. Le mien me convient très bien, il tient encore, donc du temps qu'il tient, je le garde et comme par hasard, enfin il n'y a pas de hasard, les objets que l'on fabrique ou les objets sur lesquels on a passé du temps, c'est les objets avec lesquels nous sommes le plus connectés. Et, et pareil, j'ai un hôtel qui est devenu très minimaliste. Bon, là, il est un peu encombré, mais parce que au rythme des saisons, je mets 1 ou 2 cartes de tarot ou quelque chose qui m'a inspiré ou qui m'inspire le mois en cours ou la saison en cours. Mais après, j'ai pas grand-chose sur mon hôtel. Beaucoup de chandelles. Et dans le petit tiroir qui y a dessous aussi, j'ai énormément de chandelles pour l'emmener. Et voilà. Je sais pas pourquoi on accumule ces choses-là. Des fois, je me dis, bon, je veux pas tout passer mes chandelles, mais ils sont là pour quoi? Ils sont là pour servir à quelque chose. Moi aussi, j'ai un paquet de chandelles, puis je me dis, à un moment donné, il faudrait bien que je les utilise, puis finalement, ils restent là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on fait ça. C'est ce que j'utilise le plus personnellement dans ma pratique, c'est vraiment les chandelles. Et je les achète toutes au mois de janvier pour pouvoir les purifier et les charger lors du Festival du Soleil. Et comme ça, je les ai pour toute l'année. Et j'ai pas besoin de le faire le reste de l'année. Elles sont déjà toutes prêtes, quoi. Ben c'est ça, ben oui, mais voilà. J'ai les miennes, j'en ai préparé quelques-unes, mais on dirait que je suis tout le temps dans l'attente de me dire je vais attendre d'en avoir vraiment besoin, comme si j'allais en manquer. C'est pourquoi on fait ça. On est comme des personnes retraitées, puis on sait comme on se fait une réserve au cas où. Mais on devrait, oui, si le besoin est là, si l'envie est là, on devrait là absolument. Donc, ben oui, voilà. Donc, je pense que c'est très important là, de laisser place à sa créativité. Si vous ne vous sentez pas assez confiant pour intégrer la créativité, par exemple, dans la construction d'un rituel ou autre, parce que, bon, peut-être que vous commencez, peut-être que vous ne voyez pas assez clairement les symbolismes. Donc, à ce moment-là, faites des petites choses, comme par exemple, justement, ça peut être dans vos outils, ça peut être... comme vous savez, je suis quelqu'un qui est relativement très sombre pour les outils ou les choses dans ma pratique en général, même dans mon look. Et donc, c'est quelque chose qui paraît. Quand on regarde mon hôtel, même s'il est très, très, très minimaliste, toutes les chandelles sont noires. Tous les outils sont noirs. C'est très, 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 très sombre. Prochaine question à toi et aux gens qui nous écoutent. As-tu une recette signature dans tes rituels? Un petit sigil de pouvoir que je fais à chaque fois lors de mes rituels et je pense que c'est la seule signature que j'ai. Et toi? Plein. En fait, j'ai commencé à avoir, je pense que c'était une poudre d'herbe que j'utilisais régulièrement, puis que j'avais créée pour amplifier le pouvoir. Donc, il y avait de l'œillet, il y avait des écailles de serpent. De peau de serpent dedans. Il y avait vraiment toutes des herbes ou des ingrédients qui étaient reliés au pouvoir. J'avais chargé ça dans une boîte avec je ne sais pas combien d'aimants qui étaient dedans pour l'attraction et pour le pouvoir. Donc, j'ai utilisé ça pendant très longtemps. En fait, c'est une des premières recettes que je traîne encore depuis mes débuts. Donc, depuis que j'ai 14 ans. Ça fait longtemps. Excellent. Oui, et je la récupère régulièrement et j'essaie de me faire des amis qui ont des serpents pour aller récupérer les peaux pour continuer à faire. Mais c'est quelque chose que je fais. Ça a commencé avec ça. Puis bon, une chose en amenant une autre, en travaillant avec les éléments, je me suis dit, bon, ben là, j'ai commencé avec l'élémentaire. Je vais me faire une chandelle témoin. Donc, une chandelle que j'allume sur mon hôtel pour symboliser qu'il y a un travail en cours. Donc, cette chandelle-là, c'est un pilier que j'ai créé, que j'ai chargé, que j'ai consacré, là aussi avec des ingrédients de pouvoir et tout ça. Et oui, je saupoudre un petit peu de ma poudre d'herbe sur la flamme quand je débute mon rituel ou quand je fais une méditation ou autre, mais dès que je suis agenouillée à mon hôtel, cette chandelle-là est allumée. Donc, ça a été la deuxième chose que j'ai faite. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai couvert l'élémentaire, l'élément feu,
J'ai créé une huile signature, donc on en parlait un petit peu plus tôt. Donc, mon huile à moi, c'est ça. C'est vraiment une huile avec des ingrédients de pouvoir. Il y a mes larmes. Il y a mes larmes dans cette huile pour vraiment la connecter à moi. Et je l'utilise pour la consécration, généralement. Donc, si je dois consacrer quelque chose, je vais simplement mettre une goutte de cette huile-là, puis enduire l'objet avec cette huile-là que j'ai créée, qui est comme mon huile signature. Et je travaille présentement à l'élaboration d'un encens signature. Donc, certaines résines spécifiques que je vais utiliser, que je vais consacrer, charger à des moments spécifiques et faire un mélange d'encens pour vraiment couvrir les 4 éléments, puis avoir vraiment 4 symboliques tout terrain que je peux utiliser pour tous mes besoins, tout ça pour amplifier et vraiment mettre la connexion entre le pratiquant et les énergies avec lesquelles je travaille. C'est vraiment très inspirant. Ah, le pilier témoin, j'aime bien l'idée. Oui, mais c'est si simple. C'est Oui, si simple en plus. Bon, la Lina qui veut percer ma carapace de dignité, qui me demande si je relie l'alarme à l'émotion. Oui. Puis aussi que techniquement, dans une huile signature comme ça, on utilise son sang. J'ai un petit problème avec l'utilisation du sang en rituel. Donc, pas parce que je considère que c'est pas correct, mais il y a sombre et il y a sombre. J'ai pas envie de prendre mon sang, j'ai pas envie de me faire mal. Je suis un peu chochotte, je me préserve. Donc, non, je travaille pas avec mon sang. Et je vais certainement pas aborder le sujet de l'autre type de sang auquel j'ai accès une fois par mois. Je suis contre ça aussi. Je n'ai pas envie de mettre ça dans une huile, s'il vous plaît. N'abordez pas le sujet. Je trouvais que, bon, voilà, cracher dans mon mélange d'huile était un peu vulgaire et c'est un geste que je vais associer au bannissement. Donc, si je fais, par exemple, une eau de ce qu'on appelle une eau de guerre, qui est un type de fluide qu'on va utiliser pour les rituels de bannissement. Généralement, ça va être de l'eau de vaisselle, de l'eau de cuisson, de l'eau, des flaques d'eau, de l'eau crade qu'on ramasse. Évidemment, faites attention à ne pas mettre vos doigts là-dedans parce que si vous avez des coupures, vous pouvez attraper des bactéries. Donc, c'est de l'eau stagnante, on fait attention. Mais les eaux de guerre, qui appellent autrefois, ou les eaux les eaux de vengeance, on voyait ça à l'époque, on suggère pas du tout d'utiliser, mais il y a des gens qui faisaient ça. Donc, c'est généralement de l'eau considérée comme sale. Et on crachait dans cette eau-là pour symboliser qu'on n'avait pas peur. Donc, cracher au sol, c'était très courant à l'époque médiévale, puis c'était une façon de montrer qu'on ne craignait pas son ennemi, qu'on ne craignait pas quelqu'un de plus haut grade ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, on crache dans cette eau-là et on utilise ce fluide. Donc, utiliser du sang, pour moi, ben, ça devient un peu, voilà, on a atteint une autre limite là, quand on arrive là. Donc, je préférais, sans utiliser ma salive ou n'importe quel autre type de fluide, je trouvais qu'une larme, c'était beaucoup plus propre. Voilà, c'est juste pour ça. C'était pour mettre mon ADN de façon très propre. On aurait pu mettre un cheveu dans l'huile aussi. C'est vraiment de mettre quelque chose qui nous appartient dans cette huile-là. Puis bon, j'ai un gros dédain pour les cheveux errants. Donc, les cheveux qu'on trouve au sol, les cheveux qu'on trouve quelque part, qu'ils soient à moi ou qu'ils soient à quelqu'un d'autre, cela dit. Je trouve un cheveu, je suis vraiment dégoûtée. Et donc, non, je ne vais pas mettre ça dans une huile que je vais utiliser dans mes rituels. Donc, je croyais que l'alarme était le meilleur moyen pour moi de mettre un petit peu de moi à travers ça de façon propre et digne. Valérie, la hantise du typhon de douche. Tranche de vie. As-tu déjà inventé ton propre symbole personnel et quelle a été ton inspiration? Eh bien oui, j'ai fait ça. J'ai un sigil, une signature qui m'est propre et j'ai fait un rituel pour avoir ce symbole-là dans un rêve. Fait que je l'ai fait en bonne et due forme. J'étais pas là à contempler le néant puis à me dire « Ah oui ». Non, en fait, j'ai littéralement fait un rituel pour avoir une signature. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait, je me rappelle, c'était en juillet.
le mois qui, pour moi, est très associé à la connexion avec les travaux oniriques et tout ça. Et j'avais fait un rituel de signature. Donc, rituel qu'on faisait avant d'aller au lit, avec un calepin déjà tout prêt. À côté du lit, tout ça, on se couche, on fait une demande avant, on allume des chandelles mauves, si je me trompe pas, et on place une améthyste sous l'oreiller. Et là, je vous dis ça là, vraiment de ce que je me rappelle. Je crois qu'on a encore ce rituel-là quelque part. Je pense que c'était dans notre formation là, d'1 mois qu'on avait créé. Et j'avais partagé ce rituel-là avec les gens. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient fait, si quelqu'un avait eu des résultats avec ça. Mais pendant mon rêve, je me rappelle que j'ai marché dans une forêt. Il y avait un arbre et ce symbole-là était gravé dans l'écorce. Puis il fallait se dire quelque chose dans notre rêve, il fallait qu'on passe le commentaire. Si on voyait un symbole dans le rêve, de se dire ce symbole-là va rester à mon esprit quand je vais me réveiller. Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc, quand je me suis réveillée, le symbole est encore très, très net dans ma tête et donc je l'ai dessiné sur mon calepin et c'est devenu ma signature. Donc, c'est devenu mon symbole. Si je fais une consécration, si je protège les lieux, quand j'arrive quelque part, je vais tracer ce symbole-là à l'intérieur du cadre de porte de l'entrée. Donc, je le trace avec une huile de protection généralement pour pas que personne ne le voie. Je pense que c'est important de garder un secret à travers ce symbole-là. Mais c'est vraiment comme ça que ça m'est venu. Puis, je l'utilise encore. Là, ça fait plus que 20 ans que j'utilise ce symbole-là. Incroyable. Ben, moi aussi, c'est un sigil pour le coup, qui m'accompagne aussi depuis quelques années maintenant. C'est un sigil de protection et je crois que j'utilise toujours le même et j'ai l'impression que plus ça va, plus il prend son importance et sa propre puissance. Oui. Pour pas dire qu'il soit autonome, mais presque. Ça fait peur, ça. Et je l'ai fait. Il n'y a qu'une autre personne qui connaît l'existence de celui-ci, c'est un bijoutier qui me l'a fait sur l'envers de l'un de mes petits médaillons sur un bracelet que je porte tout le temps. Et du coup, il est très serré ce bracelet pour pas qu'il se retourne et qu'il soit toujours face contre ma peau et que personne ne le voit, quoi. Voilà, c'est tout. Après, d'autres symboles, il y en a eu, mais aussi fort que celui-là, non. Oui, ben c'est ça. Puis bon, on mentionne justement que c'était spécial de trouver le symbole dans le rêve, mais en fait, c'est un rituel où il y a probablement plusieurs variations, dis-je. Il y a plusieurs variations de ce rituel-là qui doit se trouver sur les internets. Je vais quand même tenter de rechercher dans nos archives le dit rituel et peut-être le partager. Là, si vous êtes intéressé, de m'écrire en privé à la même adresse qu'on vous a partagée dans le chat ou sur notre site web. Écrivez-moi. Je ferai des recherches pour le retrouver et vous l'envoyer. C'est une belle expérience à faire et si ça peut vous aider à découvrir votre symbole. Des fois, ça peut être un symbole auquel vous êtes très attaché pour aucune raison spécifique. Ça peut devenir votre symbole, puis vous pouvez rajouter. Il y a des gens qui vont ajouter aussi, par exemple, pour à tes souhaits. Excuse-moi. Je tousse encore beaucoup. Ah, voilà. Mais il y a des gens qui vont, par exemple, créer un sigil pour la protection de leur maison basé sur le numéro civique des lieux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent, qui, je pense, c'est une technique qui est très facile. Vous ne faites que d'écrire les chiffres qui se trouvent dans votre numéro civique où vous habitez et de les placer d'une certaine façon pour les incorporer dans un seul symbole. C'est une bonne façon justement de créer des sigils très simplement pour des besoins spécifiques. Mais ce rituel-là était effectivement très, très sympathique. Puis j'étais moi-même étonnée de me rappeler symbole. J'avais l'impression que je me rappellerais de quelque chose, mais que ce serait pas clair. Et finalement, ça a été très clair quand je me suis réveillée. Donc, j'étais très, 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 très reconnaissante pour ça. Et oui, comme tu le mentionnais, Lina, plus on l'utilise, plus il gagne en puissance aussi. Parce que voilà, c'est notre symbole. C'est pas un symbole qu'on a trouvé sur les internets ou qu'on a trouvé dans un livre. C'est un symbole qui nous a été inspiré. On a Alina qui nous partage justement des secrets de sa pratique.
Mais oui, effectivement. Donc, ça peut être un symbole auquel vous êtes particulièrement attaché ou ça peut être un symbole que vous avez créé. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres qui nous écoutent, qui sont dans le chat présentement, qui ont autre chose qu'un symbole, qui auraient probablement justement un sceau ou encore une lettre spécifique. Parce qu'il y a des gens qui font ça aussi, ils vont être inspirés par quelque chose, puis ils se rendent compte des années après ou au fil de certaines études que ça vient d'un alphabet qu'ils ne pensaient même pas qu'il existait. Ça, je trouve ça particulier aussi parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Soyez ouverts aux signes. Prochaine question pour tout le monde. Est-ce que vos incantations sont en français? Mes incantations sont en français, en anglais, certaines en latin et surtout en gaélique écossais et en gaélique irlandais. Et ça, tout dépend de la pratique dans laquelle je me dirige sur le moment. Quand ce sera pour les divinités en lesquelles je crois, ce sera en gaélique irlandais et écossais ou écossais. Et en fait, tout dépend de la pratique. Il y en a où je vais me sentir plus à l'aise en anglais, d'autres où je vais me sentir plus à l'aise en français. Et le latin, petit à petit, j'essaye de l'intégrer sur certains domaines, mais je suis pas vraiment à l'aise avec le latin. Donc, je me maintiens et je préfère faire quelque chose de plus clair et de plus net en français ou en anglais, que de m'éparpiller et que la demande soit mal saisie. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas pour vous qui êtes sur le chat ou qui nous écoutent, je ne sais pas si... est-ce que c'est parce que, bon, quand c'est notre propre langue, on trouve que les mots perdent de leur pouvoir? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là, Lina? Moi, je pense que peu importe la langue, du temps qu'il y a la demande derrière, ça passe. C'est plutôt quand je pratique le gaélique, les gaéliques, c'est vraiment en guise d'offrande. En mode, je fais l'effort. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est en mode vraiment, je m'implique, et je fais l'effort de me traduire, quoi. Mais non, je pense que en français, qui est ma langue natale, pour le coup, je pense que l'intention est de suite beaucoup plus claire et que peu importe, elle sera entendue, quoi. Ben, en fait, moi, je fais les miens en espagnol. Je travaille beaucoup avec des mots de pouvoir plutôt que des longues incantations. Et la raison, c'est que oui, moi, je trouve que de mon côté, étant donné que c'est ma langue maternelle et que je parle en français, en fait, je parle plus en anglais dans mon quotidien que je parle en français. Mais ça reste que français, c'est ma langue maternelle. Et du coup, quand je fais un rituel, j'utilise un mot de pouvoir. Par exemple, pouvoir. Ça enlève quelque chose. Ça enlève quelque chose. J'ai l'impression que le mot est comme pas assez intense. Ouais. J'ai besoin d'avoir quelque chose de différent. Donc, par exemple, si on parle de mon chaudron, parce que j'en fais souvent référence dans mes rituels, je me vois pas en train de justement dire un mot de pouvoir puis dire chaudron. Je sais pas, il manque quelque chose. Et quand je le dis, je dis caldero. Puis j'ai vraiment l'impression que ça amène un petit ouf, un petit quelque chose de plus. Donc, souvent, mes incantations vont être faites en espagnol pour la plupart. Une fois de temps en temps, je vais préparer. Si j'ai une demande spécifique, ça se peut, ou par exemple, quand je quitte ma demeure, j'ai une petite prière que je fais pour protéger la maison avec des gestes et tout ça. Cette prière-là que je fais est en espagnol. Parce qu'en français, je trouvais que c'est un peu faible. Et en même temps, ça mène une portion de secret aussi. Si je suis devant ma porte en train de dire « J'espère que ces lieux seront protégés pendant mon absence », j'ai l'impression que n'importe qui peut l'entendre et qu'ils vont comprendre de quoi je parle. Tandis que si je le prononce à la va-vite en espagnol, ben voilà. Tout à fait, je comprends totalement. Rester dans le secret.
On me demande sur le chat, il y a une partie au Canada anglophone et une partie francophone. Oui, effectivement. Donc, moi, je viens du Québec, mais mon travail me pousse à parler en anglais plus souvent que je parle en français. Et j'ai aussi un colocataire qui est anglophone. Donc, je parle en anglais beaucoup plus. Je dirais que je parle en anglais 95% du temps. Donc, je garde mon français pour Demoiselles étranges et pour la radio. Mais c'est pas mal ça. Je parle en anglais là, la majeure partie du temps. Donc, voilà. Mais vous voyez, même si je parle anglais, ma pratique, ça va être en espagnol. Parce que, voilà, je trouve que c'est plus facile pour moi. Le latin aurait pu être approprié aussi, mais j'ai peur de mal prononcer les mots en latin. Donc, je m'abstiens. Oui, ben, c'est un peu pareil. Autant j'ai aucune difficulté avec les prononciations des Gaël, mais c'est vraiment, je bloque avec le latin, je pense. Pourtant, ça devrait être plus simple, étant donné que, voilà, mais non. C'est comme l'espagnol, par exemple, l'espagnol, j'ai tenté souvent de l'apprendre. J'habitais à 2 heures de l'Espagne pendant 25 ans de ma vie, et impossible je connais les civilités, je peux comprendre, mais le parler, c'est un calvaire. Il y a aussi, je pense que le latin a beaucoup été utilisé dans Harry Potter. Donc, pour moi, quand j'entends des mots en latin, ça me rappelle Harry Potter. Et j'ai l'impression que je joue à la sorcière si j'utilise du latin. Donc, j'ai un petit peu plus de difficulté. Si j'étais capable de faire des grandes phrases, je crois que ce serait plus facile pour moi qu'utiliser les mots de pouvoir. Mais vu que j'utilise des mots de pouvoir principalement, ça me prenait un entre-deux et l'espagnol est parfait pour ça. Et voilà. J'ai juste l'impression que ça se rapproche aussi des inspirations de ma pratique et donc du mentorat que j'ai eu et de mon cheminement spirituel. Donc, c'est vraiment associé à ça aussi. Et présentement, j'apprends le langage Yoruba qui vient du Niger. Et encore là, ce serait parfait pour des mots de pouvoir, mais c'est pas ma culture, donc évidemment, je vais pas m'approprier ça, mais je trouve ça très intéressant au niveau des incantations, comment tout ça est formulé. Mais c'est une question que je me posais parce qu'on n'en parle pas beaucoup, les gens ne vont pas vraiment en parler. Puis quand je me rappelle, quand j'ai commencé ma pratique, je parlais beaucoup en anglais parce que tous les livres que je trouvais à la bibliothèque étaient anglophones. Donc, si je faisais, par exemple, un appel à la lune, je faisais ça en anglais. Et du coup, je comprenais pas tout à fait ce que je disais. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Si vous utilisez un autre langage, assurez-vous de bien comprendre, assurez-vous que les mots que vous allez utiliser ont une portée pour vous. Et méfiez-vous de Google. Oui, c'est quand même mieux maintenant. Qui confond pregnant et surround quand tu traduis du français en anglais. Oui. Voilà. Mais voilà. Oui. Je pense que c'est important que ça ait un symbolique pour vous, comme on parlait de symbolique au début. Si un certain langage vous semble sacré, je veux dire, il y a beaucoup de gens, quelque chose que j'ai remarqué en posant cette question mystère-là, il y a beaucoup de gens, plutôt du côté de la communauté des pratiquants anglophones, beaucoup de gens qui ont une pratique spirituelle, mais qui pratiquent aussi la religion catholique. Il y a beaucoup de ces gens-là qui vont incorporer l'italien dans leur pratique. Et encore là, écoute, c'est pas éthique. Quand tu écoutes une incantation en italien, c'est pas éthique. Donc voilà. Ben merci aux gens sur le chat d'avoir partagé avec nous. C'est voilà. Tout à fait, je suis en train de lire Robert et moi aussi j'associe beaucoup le latin au catholicisme et les messes en latin aussi, ça me parle et le latin c'est vrai que je le rattache beaucoup au catholicisme. C'est peut-être je pense pas que ce soit pour ça que j'ai du mal à apprendre le latin, mais mais c'est vrai que peut-être aussi je suis bercée au film d'horreur donc. Oui, ben voilà. Ça aide pas, quoi. On s'attache. Aïe, aïe. Alors, quelle forme d'art ou d'artisanat intègres-tu dans ta magie? Dessin, écriture, couture, chant? La danse. Ah, chouette. Il n'est pas rare de m'observer quelque part dans l'intimité en train de danser. En fait, j'ai une espèce de petite chorégraphie gestuelle que j'utilise pour invoquer les éléments.
Donc, c'est quelque chose que je fais depuis très, très, très longtemps. Puis là, vous pas que je suis en train de danser autour d'un feu en dansant allègrement. Ça va pas aussi loin que ça. Mais j'ai vraiment une petite chorégraphie gestuelle et très fluide que j'utilise. Donc, quand il est question, par exemple, je ne vais pas vous révéler tout ce que je fais, évidemment, mais quand il est question de me connecter à l'élémentaire, il va y avoir beaucoup de gestes très lourds, beaucoup de taper du pied très fort, taper des mains très fort. La gestuelle change. Au niveau du vent, ben là, il y a beaucoup justement de gestes plus légers. Et j'essaie d'y aller avec ça pour vraiment représenter chaque élément. J'ai littéralement monté une petite chorégraphie autour de ça. Et si je fais jouer une trame sonore, ça se peut aussi, là, pendant que je suis en train de méditer, là, que je laisse mon corps tanguer d'un côté ou de l'autre juste parce que je suis dans le moment puis je suis vraiment concentrée, pratiquement en transe dans ce que je fais. Et donc, si c'est quelque chose qui est très présent dans ma pratique, là, je dirais que la danse fait partie d'eux parce que tu connais que j'ai comme un passé de danse aussi. Avant que les gens parlent des rumeurs, ballet. J'ai fait du ballet. C'est important de le souligner. J'ai fait de la danse contemporaine et du ballet pendant toute ma jeunesse. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est resté en moi. D'ailleurs, ce qu'on appelle en anglais le happy feet, quelque chose qui est très grave chez moi. Donc, peu importe qu'on soit dans un ascenseur, au supermarché, s'il y a de la musique qui joue, c'est sûr que je suis en train de danser ou même si c'est subtil, je suis incapable de rester complètement immobile. Il faut tout le temps qu'il y ait un petit pied qui se fait aller quelque part. Ça a toujours été. Donc, ça fait beaucoup partie de ma pratique. Au niveau de l'artisanat, comme je le mentionnais, ça va aller dans la fabrication des produits que je vais utiliser. Produits qu'on vend chez Demoiselle Étrange aussi. Donc, c'est là que mon artisanat vient en ligne de compte. Donc, j'ai quelques bouteilles d'huile qui ne viennent pas de moi. C'est soit des huiles spécifiques que j'ai vraiment un attachement particulier ou quelque chose que quelqu'un m'a donné. Mais généralement, tout ce que j'utilise, je l'ai fait moi-même. Voilà. Eh bien, moi aussi, c'est la création d'huile, souvent particulièrement et d'onguents. Et c'est marrant parce que j'ai fait pendant 15 ans du ballet, moi aussi. On se découvre. Mais je suis plutôt tendance à rester en deuxième quand je dois être fixe, tu vois. Et j'ai une nouvelle collègue qui l'a remarqué, elle est prof de danse, et elle l'a remarqué, elle me fait « T'es tout le temps en deuxième, t'as fait de la danse ?» Je fais « Oui. » Donc, j'ai trouvé ça drôle. Pour le troisième. En poste. Mais oui, c'est ça. Et, écoute, ça nous marque, je pense que la danse, on est tellement... ça conditionne le corps tellement que ça reste. Quelqu'un fait un jeu de mots dans le chat. Le ballet. Oui, voilà. Le ballet. La danse classique, cher Français. Voilà. On appelle littéralement ça le ballet ici. Voilà. Et j'inclus beaucoup de couture aussi. C'est pas rare que je brode mes sigils. Je parle beaucoup de sigils ce soir, mais en même temps, c'est tellement ma vibe du mois d'avril. Je brode beaucoup. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et c'est à peu près tout. Et après, j'ai des gestes rituels, mais je les associerai pas à la danse parce que plus c'est plus yogique, on va dire, que de la danse ou des positions où je vais saluer la terre en embrassant le sol ou ce genre de choses, quoi. Ben voilà. Et voilà. Voilà. Je suis en train de répondre sur le chat avec nos tendances de danseuses qui ne nous quittent plus. Mais oui, vraiment, ça fait partie. Ça fait partie vraiment de notre vie. Et votre pratique reflète ça. Puis c'est une autre façon de personnaliser votre pratique puis de mettre de la créativité à travers ça. Donc, on a Alina, justement, qui a des chants. On sait qu'Alina chante, donc c'est quelque chose qui la définit. Je trouve ça vraiment... Merci, Alina, de te foutre de ma gueule. J'étais en train de confier pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas sur le chat. On parlait justement de danse classique, de ballet, et je disais que c'est resté ancré en moi au point où quand il y a un comptoir, je fais des arabesques. Donc, ça reste. Voilà.
Valérie à la cuisse légère et voilà. C'est ce qui se passe. Les petites pirouettes dans la cuisine pendant qu'on fait griller les rôtis du matin. Oui, ça arrive toujours. Je suis désolée. Je manque de crédibilité ce soir. On a une excellente question dans le chat de Sylvain qui nous demande si on a mis un sigil sur notre balai. Balai physique, évidemment. En fait, non, mais pendant très longtemps, j'ai porté dans mes cheveux un athéba. Donc, voilà, on voit ça chez les hippies. On voit ça chez les hippies souvent. Cette espèce de petite mèche avec des ficelles et tout ça. Il y a des pierres et tout ça. On accroche ça dans nos cheveux pour les gens qui portent des dreads ou des tresses, ou on peut même accrocher ça dans les cheveux aussi, là, juste pour venir agrémenter la chevelure. Et cet athéba-là, je l'ai attaché à mon balai. Donc, j'ai pas de sigil sur mon balai, mais j'ai huilé mon balai avec une huile de protection et j'ai cet athéba-là, finalement, qui est accroché après mon balai. Je sais pas, toi, Lina, si tu as un balai, si tu l'utilises dans ta pratique, puis si tu l'as personnalisé? Je change souvent de balai. Ah! Parce que souvent, je veux pas en acheter de tout près, mais j'ai pas trouvé en 15 ans de pratique la bonne technique pour les faire bien. Et du coup, ils ont tendance à se casser souvent. Et je me suis rendu compte que je les utilisais pas assez souvent. Et que c'est sûrement pour ça qu'ils étaient très poussiéreux. Et je les perds, en fait. Et j'arrive pas à l'idée du balai me plaît, mais c'est pas quelque chose que j'utilise, donc du coup, ils se cassent souvent. Et je les huilais avec mon sigil de pouvoir, mais c'était pas vraiment gravé dessus, quoi. Ben voilà, c'est dit. Alina demande balai ou besom. Ben en fait, moi j'ai un balai, puis bon, je vais montrer que je suis parfois une consommatrice de trucs que je n'ai pas fait moi-même. J'ai acquis mon balai à Salem. Très cliché. J'ai fait ça. Je suis allée en voyage et puis je suis tombée en amour avec un balai, puis je l'ai ramené. Et c'était très drôle quand je suis revenue aux douanes canadiennes, où est-ce qu'ils nous ont demandé si on avait des choses à déclarer, puis j'ai dit que j'avais ramené un balai de Salem. Il a dit un balai de sorcière. J'ai dit oui. Puis il a dit je vais devoir le confisquer. Puis c'était pour me taquiner et tout ça. Il dit, vous pouvez ramener de la bière, ce que vous voulez, mais les balais de sorcières, c'est interdit au Canada. Donc, on a trouvé ça très drôle. Mais oui, mon balai vient de Salem. Donc, voilà. Souvenir de voyage. Sympa, la douane. J'aime bien. Oui, mais vous savez, on a un grand sens de l'humour au Canada. Mais quand je suis partie en Irlande, c'est pareil. Et j'avais un sachet d'encens. Et j'ai pas pensé que mon sachet d'encens faisait vachement sachet de... Bref, voilà. Oh! Et j'avais mon sac à dos et ils me l'ont fait passer. Bref, je passe sous le portique, ils me le font passer. Et j'avais une toute petite boîte avec un mini hôtel de voyage dedans. Et je partais en Irlande, donc il était un peu conséquent le bazar. Et arrivé au truc, il a démonté mon sac. Et il a regardé, c'est quoi ça? Mais tu vois bien que c'est rouge, quoi, c'est pas blanc. C'est de l'encens. Il me fait, ouais, dans le doute, je vais le garder. Ben, j'ai perdu mon encens, du coup. Oh non, quelle déception! Il y avait 90 personnes derrière moi qui attendaient. J'étais rouge comme une tomate. Enfin, je partais toute seule en plus, donc j'avais pas de témoin à côté de moi avec qui partager ma peine. C'était assez drôle, c'était assez cocasse. Oh là là! Ben voilà, quand vous voyagez, faites attention. L'encens en poudre, évitez, quoi. Voilà, limitez-vous. Faites attention. Prochaine question pour les auditeurs et pour les gens dans le chat, évidemment, Lina. As-tu déjà créé quelque chose de ta pratique qui a viré en échec? Alors, tu parlais déjà de ton balai qui a tendance à se casser. Je pense que c'est un bel exemple. Oui, le balai. Qu'est-ce que j'ai cassé? Ça serait plutôt ça, en fait. Qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai déjà parlé de mes rideaux qui brûlent. Non, après, ça va, je crois. Hein.
Je suis en train de réfléchir, du coup, j'ai pas totalement réfléchi à cette question. Euh, Dis-moi, toi, je répondrai après. Je sais plus. Pas grand-chose pour moi. On a Lina qui nous mentionne dans le chat ses grimoires. Je dirais que moi aussi, ça va là. Des grimoires que j'ai commencé, puis que je me suis tannée. Bah, Alina vient de compléter ce que j'allais dire. J'avais toujours ces pages arrachées, page après page. Oui, oui, effectivement. Parce que, comme je disais un petit peu plus tôt pendant cette émission, j'ai une écriture de merde. Donc, des fois, je me relisais et je me dis, il y a une faute d'orthographe et c'est immanquable. Je suis incapable de m'empêcher. S'il y a une faute d'orthographe, je dois la corriger. Parce que je vais la revoir à chaque fois. Donc, je rayais des mots. J'ai réécrivais par-dessus. C'était horrible. Oui, non, c'est grimoire. Grimoire, définitivement. Horrible. Horrible expérience. D'où l'intérêt de faire comme moi et d'avoir énormément de cahiers de brouillon. Et quand on est sûr que ça a fonctionné, mais je vous avoue que oui, je pense que c'est tout le monde hein, qui n'a jamais arraché une page de grimoire, qu'il se dénonce. Voilà, voilà. Est-ce que ton environnement influence-t-il ta créativité dans la pratique et de quelle manière? La neige, par exemple. Ah, la neige. En fait, non, pas tellement. Je dirais que ça va vraiment comment je me sens quand je commence à me déconnecter de ma pratique et à reconnecter avec la pratique. Généralement, c'est là qu'il y a un changement qui s'impose. Et c'est là que ma créativité rentre en ligne de compte. Donc, je dirais que c'est vraiment ma déconnexion à ma pratique plutôt que mon environnement. Les saisons ne m'affectent pas. Voilà, le fait qu'on passe un éclipse non plus. C'est mon environnement ne m'influence pas du tout. Peut-être l'endroit où j'habite, si jamais là justement je déménage quelque part puis je réaménage mon espace de travail, peut-être que là si j'ai plus d'espace ou que j'en ai moins, ça va peut-être justement me rendre créative dans la façon dont je vais gérer mon hôtel, mais en temps normal pas tant que ça. Et toi? Eh bien, je dirais que cet hiver, je me suis aperçue que ça a changé. Suite à cet hiver super long. Je suis une sudiste qui est partie dans le nord de la France. Et j'ai compris que 60 jours sans voir le soleil à travers un nuage, j'ai compris que ça avait un vrai impact sur ma créativité, mais aussi sur mon mental, sur mon moral. Et, euh, et je suis un peu cyclique avec ma pratique aussi. Donc, si je vais pas forcément bien, ça va pas être mon premier refuge direct. Alors que, comme tu le disais, justement, c'est dans ces moments-là où où on en a le plus besoin. Et du coup, c'est vraiment en fonction de comment je me sens et de mes émotions aussi, pas mal. Hein. C'est vrai que là, par exemple, je suis au top du top du top. Il fait soleil, j'arrête pas d'écrire, je suis trop contente. J'ai plein d'idées pour Demoiselle étrange, mais à partir de novembre-décembre, je sais que c'est torchon carpette, quoi. Prochaine question. Est-ce que tu trouves que ton pouvoir est plus grand quand il provient de la créativité? Oui et non. Oui, parce que s'il part de la créativité, ça veut dire que j'ai créé plein de choses pour aboutir à mon rituel ou quoi que ce soit. Donc forcément, c'est que j'ai pris du temps à faire les choses, à poser des intentions. J'ai pris le temps de mûrir. De mûrir un projet de rituel ou un projet de rituel, ça veut dire que je l'ai réfléchi, que j'ai passé du temps dessus, que j'ai peut-être modifié des choses en cours de route. Et ça passe par le moment où tu es en train de créer, où tout peut se remettre en question encore, que de décider le matin pour le soir même, parce que ah, merde, c'est la pleine lune, c'est ce soir ou jamais, nanani, nanana. Le fait de créer pour aboutir à ton rituel, je trouve que tu mûris plus la chose, quoi. Oui, absolument. De mon côté, je dirais que oui. Parce que j'ai cette vibration de secret
J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même avec ma créativité, avec ma connexion envers les énergies. Et du coup, j'ai tendance à trouver que les rites que je vais faire, que j'écris entièrement, m'apportent généralement des meilleurs résultats, ou du moins, je sens que l'énergie est plus élevée que si je suis... Parce qu'évidemment, je continue à expérimenter avec des rituels que je peux trouver à droite puis à gauche, là, si justement je veux voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien dans la technique. Je vais la faire même si ça vient pas de moi. Mais généralement, je me rends compte que ce que moi j'ai créé, je me trouve plus connectée à ça et du coup, ça amplifie le pouvoir à l'œuvre. Tout à fait. Totalement d'accord. As-tu déjà détourné des objets du quotidien pour en faire des outils de pratique? Ah mais ouais, j'avais 13 ans. J'avais pas le choix. Donc, des ouvre-lettres en guise d'atamé, comme je mentionnais plus tôt. J'ai beaucoup utilisé aussi de la vaisselle. Donc, soit c'était la vaisselle vintage qui appartenait à une grand-mère ou à une arrière-grand-mère et tout ça, que j'ai reconverti pour placer sur mon hôtel. Sinon, je tente de penser si j'ai quelque chose de spécifique. Je vois pas quoi d'autre à part ça. C'est soit que j'ai créé certaines choses ou j'en ai fait l'acquisition, mais comme tu vois, la possession la plus précieuse que j'ai, c'est justement un mortier pilon de pharmacien. C'est une antiquité. Oh, Et j'aime beaucoup. oui, ben c'est ça. Puis je veux dire, c'est en laiton, là. C'est extrêmement lourd. Puis voilà, on peut mortifier n'importe quoi là-dedans. Et je trouve ça, oui, c'est ça. Ça, c'est un de mes objets les plus précieux que j'ai. Puis en plus, il y a des inscriptions en latin dessus. Donc, je trouve très, très, très particulier. Et je sais que c'était fait pour le médicament. Donc, c'était pas fait pour la pratique spirituelle, mais c'est là que ça va terminer sa vie. Je sais pas pour toi. On a des bons commentaires déjà dans le chat. Il y en a qui nous dit qu'elle prend des chaussettes pour créer des pochettes pour les cartes de tarot. Ben oui, absolument. Pourquoi pas? C'est parfait. Mais toi, Lina? Dans le même sens que Alina, je récupère des chutes de tissu. En plus, j'ai une belle-sœur qui fait de la couture, du tricot et tout. Donc, quand je veux des pochons, je sais où aller. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, mon étui noir que j'ai fabriqué moi-même avec le dé à coudre. J'ai un récipient qui me sert beaucoup dans ma pratique. C'est une coupelle, comment on appelle ça, un sucrier en cristal qui appartenait à ma grand-mère. Et j'ai une coupelle aussi que j'ai trouvée, elle est magnifique, avec je crois que c'est du laiton aussi, avec un pentagramme au milieu et des fleurs. Et j'ai trouvé pour 3 francs 6 sous sur une brocante il y a quelques années et je l'adore, il m'a jamais quitté. Et après, qu'est-ce que j'ai créé? Je sais plus. Non, après c'est tout, je crois. C'était déjà pas mal. Et ma baguette, mais ma baguette, c'est mon précieux et elle évolue au fil du temps et de mes envies. Ben oui, Alina qui nous mentionne aussi dans le chat, bouteilles de parfum pour créer des petites bouteilles d'eau lustrale. Ben oui, absolument. Oui, absolument. Pendant que j'y pense, j'ai des bouteilles de sirop d'érable en forme de feuilles d'érable que je garde effectivement pour mes rituels, pour faire des huiles ou autres. Donc, ben voilà. Oui, je pense qu'on utilise tout, hein, les mignonnettes d'alcool, comment ça s'appelle, les flacons de sérum, hein, où il y a déjà la pipette intégrée, c'est parfait, ça, pour la pratique. Exactement. On est éco-responsables en plus, donc voilà, je nous applaudis tous et toutes. Voilà. De bonnes initiatives à prendre. Prochaine question. Que fais-tu pour reconnecter avec ta créativité dans les pannes d'inspiration? Ben moi, je triche, je fais partie des membres privilèges de Demoiselles étranges. Donc... c'est pas un mensonge, hein, c'est bête à dire, mais quand vraiment je suis pas là, quoi.
je suis pas du tout connectée à ma pratique, et ben je vais voir ce que font les copines de Demoiselles étranges sur les membres privilèges, ou sinon je regarde un peu ce qui se fait ailleurs, et j'essaye de trouver dans la couleur de l'internet quelque chose auquel j'ai pas encore pensé et qui va pouvoir me permettre de retourner derrière l'hôtel, quoi. Du coup, ben voilà. Et sinon, la nature, c'est aussi l'un de mes premiers réflexes parce qu'elle est toujours inspirante, peu importe la saison. Et là, je l'ai vraiment à portée de main, vraiment à deux pas de chez moi, donc j'en profite pleinement. Et rien que regarder un frêne peut me donner 4 idées de rituels, donc pour ça, j'ai de la chance. Autant j'arrive pas à rêver et à me souvenir de mes rêves quand j'en fais extrêmement rarement, autant de ce côté-là, dès que je rentre dans un milieu forestier, pouf. Donc voilà. Et toi? Je me botte le derrière. Je ne recherche pas. Je prends un moment pour me recentrer à mon hôtel. Donc, je dirais que pour me reconnecter avec ma créativité, c'est vraiment de me reconnecter à l'hôtel, de voir où est-ce que j'ai perdu ma petite flamme, finalement. Puis, je me laisse inspirer sur le moment. J'essaie de ne pas être influencée par ce que je vais voir sur les réseaux sociaux. Oui, aller à l'extérieur, c'est une bonne idée pour reconnecter avec les énergies. Je travaille beaucoup avec mes rêves aussi. Donc, ça aussi, ça peut m'aider quand j'ai une panne d'inspiration. Je peux faire une demande avant d'aller au lit et d'essayer là, justement d'avoir cette créativité-là qui revient dans mon esprit par le rêve. Et des fois, au petit matin, là, j'ai la tête pleine d'idées et c'est avec ça que je fonctionne pour me reconnecter. Mais c'est vraiment une question de discipline de mon côté. Mmh. Il y a un peu de discipline aussi de mon côté, je pense. J'en manque encore. J'en manque cruellement même. Comment ton imaginaire d'enfant influence-t-il encore ta pratique actuelle? Moi, c'est des livres sur les sorcières que j'affectionnais particulièrement. Puis il y a plusieurs années, j'avais envie de retrouver cette collection-là de livres. Je louais constamment quand j'étais petite à la bibliothèque. Et je suis venue à bout de les trouver. Ça n'a pas été facile. J'ai des amis qui ont fait des recherches à droite et à gauche pour venir à bout de trouver ces livres-là pour moi. Et je les ai tous. J'ai tout retrouvé mes livres de ce temps-là. Puis c'était un univers, c'est vraiment ça qui m'a plongée dans l'univers des sorcières très, très, très tôt dans ma vie. Évidemment, ça a gagné en maturité, là, je veux dire. Ce qu'il y avait dans ces livres-là, ça n'a rien à voir avec ma pratique. Mais ça m'apporte une certaine nostalgie puis une certaine connexion à ma pratique. Donc, c'est quelque chose que j'ai conservé. Donc, je dirais les livres de mon enfance sur la sorcellerie, les petites histoires rigolotes de sorcières et tout ça, ça m'a permis aussi de conserver cet humour-là à travers ma pratique. Eh bien, moi, je suis très grande amatrice de jeux grandeur nature. Et j'étais souvent l'orque ou la sorcière. L'orque parce que c'était tout le contraire de moi qui était une petite fille toute frêle et toute timide. Et là, je pouvais casser les bonbons à tout le monde et faire des gros bruits d'orque du coup. Et la sorcière parce que c'était un peu... J'étais assez garçon manqué aussi et du coup, c'était le moyen de trouver un peu de féminité en moi. Et voilà, et ça m'influence encore parce que j'aime bien un peu tout ce côté, se raconter des histoires. J'ai beaucoup d'imagination et du coup, l'imagination, ça me sert énormément dans mes visualisations lorsque j'ouvre un cercle, lorsque je le ferme aussi. Et du coup, voilà. Le fait d'avoir autant eu d'imagination petite pour narrer des histoires, ben, ça me sert dans ma vie d'adulte pour mes rituels et continuer de nourrir ce monde merveilleux à l'intérieur, quoi. Ah, voilà qui complète notre émission et qui était un excellent partage. Merci, Lina. Merci beaucoup, Valérie.
Donc, merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs, chers enfanteurs. J'étais troublée dans mes mots pendant un instant. Voilà. Que votre pratique reflète vos pouvoirs et que les secrets vous soient révélés. D'ici à notre prochain rendez-vous, c'était Lina et Valérie de Demoiselles étranges pour Radio Fantasia. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir été là. Ça fait plaisir.